Donc, on va passer à la troisième thématique par Marie. Oui, c'est à toi, Marie. Qui est la question de la santé, je pense. Santé mentale et handicap. Marie, ce que je te propose, c'est de poser toutes tes questions les unes après les autres, toutes tes propositions, d'accord? Et après, à chacun d'entre vous, mais écoutez bien les questions, s'il vous plaît, si on veut arriver jusqu'au bout et qu'on voilà, qu'on y voit plus clair. Excuse-moi, Marie, on va essayer de faire qu'un seul tour de parole. Du coup, je sais même plus si j'avais posé des questions dans mon truc, mais let's go. Non, tu émets des recommandations. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, et ben voilà, et ben, comment, suite à tes recommandations, vous vous positionnez, comment ça vous parle, voilà, des choses comme ça. Ok, du coup, moi je reprends ce que j'ai écrit. Du coup, sur la santé, personnellement, ce que je constate, c'est que lorsqu'on est dans mon état de santé et en plus jeune, c'est que l'accès aux soins est compliqué. Et encore plus quand on est passé par l'ASE, car nous n'avons personne sur qui compter pour nos démarches. Les délais sont extrêmement longs, aussi bien à la MDPH que chez les médecins. Je suis sur Nantes depuis 2 ans. J'ai une épilepsie sévère avec pharmacorésistance non stabilisée, d'où le chien, entre autres. Et pourtant, je n'ai toujours pas de suivi neurologique ici. Ma neurologue est basée sur Périgueux, mais malheureusement, les trajets n'étant plus remboursés, enfin plus pris en charge, pardon, je ne prends plus rendez-vous parce que j'ai pas envie de payer moi-même et j'ai pas l'argent de toute façon. Donc voilà. Aussi, quand on est jeune, les médecins ont tendance à ne pas réellement pousser les examens. Par exemple, mon cancer a été diagnostiqué à l'âge de 17 ans, alors que les médecins pensent qu'on aurait pu me diagnostiquer à 14 ans. Pour rappel, c'est un cancer du sang, donc comme une leucémie, mais c'est moins grave. C'est un lymphome de Hodgkin, voilà. Pareil pour mon épilepsie. Elle est sûrement due à un traumatisme crânien lorsque j'avais 4 ans et j'ai été diagnostiquée grâce à mes infirmières d'hématologie. Pour le contexte, en gros, vu que j'étais la seule petite dans l'oncologie / hématologie, du coup, les infirmières elles passaient tout leur temps avec moi. Et du coup, rentraient dans la chambre et j'étais en train de convulser, etc. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu être diagnostiquée. Ah oui, aussi, je trouve que quand on est malade, du coup, on galère à le faire reconnaître. Par exemple, la MDPH, j'avais marqué c'est abusé. Je suis reconnue à plus de 80% et ma situation ne va pas évoluer positivement. Pourquoi on m'oblige à refaire un dossier tous les ans? Quand on est jeune, plus malade, plus handicapé, on galère financièrement et aussi pour trouver un logement, pardon. Vous me demanderez sûrement pourquoi. Parce que l'AH n'est pas reconnue comme un vrai revenu pour trouver un logement, c'est simplement considéré comme une allocation. Alors que pour ma part, je la touche à le plus gros truc là. On n'a pas choisi d'être handicapé ou malade. On a déjà la maladie, le regard des autres, les démarches. Si on pouvait au moins nous simplifier la vie, j'avoue que j'en serais preneuse. On galère aussi à se faire reconnaître en tant qu'handicapé par tout le monde dans le sens où le handicap invisible, c'est vraiment la galère. Tu n'oses pas sortir ta carte de priorité à la caisse prioritaire, dans les transports ou autres. Parce que du coup, les gens te regardent bizarrement en mode t'es jeune, pourquoi tu veux t'asseoir? Ou pourquoi tu veux passer avant moi? Alors que, par exemple, aux caisses, souvent les lumières sont très fortes et du coup, je suis épileptique. Donc, du coup, les lumières, c'est compliqué pour moi. Ensuite, avec un chien d'assistance, on se fait sans cesse. Non, attends. On me fait sans cesse des remarques et les gens sont parfois très intrusifs. Je parle même des clients dans les magasins, par exemple, sur pourquoi elle est là. En as-tu réellement besoin? Avoir un chien d'assistance, c'est de la maltraitance animale. Ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Est-ce que tu as demandé au chien? Est-ce que le chien a un salaire? Est-ce qu'il a droit à des câlins? Parce que forcément, pour ma part, et tous les bénéficiaires en soi refusent les câlins sur nos chiens.
quand ils sont en travail, parce que bah, du coup, encore plus les chiens d'alerte médicale, c'est à l'odeur. Donc si vous tous, vous caressez Toriel, bah, forcément, elle peut louper une alerte médicale et du coup, bah, ça peut être grave. Donc voilà. Euh, les refus d'accès aussi, dans les magasins, dans les Uber, les choses comme ça. Je pense aussi qu'on minimise la santé des enfants et des adolescents/jeunes adultes. On pense qu'un enfant est forcément en bonne santé, mais spoiler alerte, non, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. J'aurais pu mourir en vrai à cause d'un diagnostic tardif, un cancer qui était en stade 4, qui a été pris du coup au dernier stade pour mon cancer. Il y a un vrai enjeu sur la santé des enfants, d'autant plus ceux de l'ASE. Ne pas minimiser ce qu'ils disent, les écouter réellement. Alors moi, je pense que la mairie pourrait s'engager à créer davantage de centres de santé avec des professionnels spécialisés, mais aussi formés aux problématiques de l'ASE. Elle pourrait aussi s'appuyer sur ses compétences sur les écoles maternelles, primaires, collèges, vous en avez déjà parlé du coup, mais voilà, c'était ça mon speech. Lycée, pourquoi pas les facs, et les universités aussi, parce qu'en vrai de vrai, c'est là où sont tous les enfants, ados et jeunes adultes. C'est là qu'il faut faire de la prévention. S'engager aussi sur l'accessibilité, plus de signalisation, notamment pour les chiens d'assistance, parce que c'est mon cas. Former les agents de sécurité aux handicapés visibles et aux chiens d'assistance, sensibiliser aussi les citoyens. Et j'avais marqué parce qu'en flemme, on a la flemme de devoir se justifier H24 quand on est malade. Et j'avais juste une question. C'est comment faire pour que nos aidants, parce que moi perso j'ai ma copine du coup, qui m'aide beaucoup au quotidien et en fait, qui taffe à côté et elle a beaucoup de vie. Et comment faire pour que, bah, genre, comme si elle pouvait avoir une allocation un peu, genre, parce que, bah, du coup, bah, sans elle, bah, je suis un peu dans le caca. Enfin, je sais pas trop comment vous dire ça. Voilà. Merci, Marie. Merci beaucoup, Marie. Alors, il y a un petit problème sur la slide. On va faire ça dans l'autre sens, du coup, parce qu'il y a eu un échange de slides. Mais du coup, c'est bien Monsieur Huchet qui va commencer. Merci. Merci, Marie, pour cette question et puis pour ces questions. Il y a beaucoup de choses que tu as soulignées qui, en effet, relèvent pas toutes, en effet, de la mairie et de la ville pour lequel on se présente. Il y a des choses qui concernent l'État, il y a des choses qui concernent bien évidemment la CAF, la sécurité sociale, le CHU, etc. Mais les galères que tu rencontres, les galères que finalement beaucoup de gens en difficulté, les gens qui sont à la rue, mais c'est aussi les personnes âgées, les gens qui rentrent dans les EHPAD, les personnes handicapées lourdes, toutes ces personnes rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits. Et ce qu'a dit ma collègue Erika tout à l'heure, elle n'avait pas tort sur le fait qu'il faut remettre de l'humain un petit peu dans nos dispositifs administratifs. Le tout numérique sur des questions qui sont parfois extrêmement difficiles à réguler sur les plateformes, eh bien, en effet, on a besoin d'être accompagné finalement par quelqu'un qui va faire un petit peu plus de papier, qui va prendre en charge les gens, qui va pouvoir les accompagner dans les démarches. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement utile pour les gens qui sont dans cette situation. Tu as parlé aussi des aidants. C'est un vrai sujet. J'ai ma mère qui s'occupe d'une personne handicapée lourde, personne qui a juste la main, qui peut bouger. Tout le reste, le corps ne répond plus. Et elle s'épuise jour après jour à l'aider. Elle est aidée en effet par des infirmières, mais on voit bien qu'elle-même, elle est en difficulté pour dire qu'elle a besoin d'aide en tant qu'aidante. C'est compliqué parce qu'on veut aider ceux qu'on aime, on veut aider ceux qu'on a envie d'accompagner. Et à la fois, il faut trouver de temps en temps des soupapes pour pouvoir se mettre à distance et vivre aussi sa propre vie.
Donc oui, le fait d'aider les aidants, je pense que c'est un vrai sujet sur lequel, alors, est-ce que la mairie peut les accompagner? Est-ce que c'est le sujet, je dirais, de ce débat sur les municipales? En tout cas, c'est un sujet extrêmement important. Merci. Bon, le handicap, c'est quelque chose que je connais personnellement. En plus, je ne vous ai pas dit, mais je suis la maman d'une jeune fille autiste de 24 ans. Donc voilà, donc non seulement je milite depuis longtemps dans ce domaine-là, mais en plus nous avons fondé à la France Insoumise de Nantes un groupe thématique anti-validiste et nous travaillons sur ces questions-là avec les personnes concernées. Donc nous avons un groupe de travail anti-validiste qui touche aussi à l'agisme. Alors quel est notre constat? Notre constat, c'est que le centre comme les quartiers ne sont pas adaptés. Parce que la MDPH a beau donner des droits, des jolies cartes, etc. Mais si la société elle-même n'est pas adaptée pour appliquer ces droits-là, eh bien, vous vous baladez avec votre carte et votre problème, eh bien, il ne change pas. Le centre de Nantes est basé sur la vie d'une personne masculine, en bonne santé, d'âge moyen. Donc, le rythme, le temps qu'on donne aux gens pour réagir, pour consommer, pour traverser, pour exister dans ce centre, eh bien, il est faussé parce que ça exclut les personnes âgées. Ça exclut les personnes en situation de handicap physique, les personnes en situation de handicap invisible. Ça ne parle pas de la fatigue et des burn-out autistiques ou de la fatigue mentale que génère le stress de la ville. Donc, rien n'est adapté en réalité. Et en plus, comme on veut chasser les sans-abri, ben, il n'y a même pas assez de bancs pour s'asseoir. Donc, on a un problème d'accueil pour une ville qui se veut accueillante, qui en fait est excluante. Et nous voulons la rendre inclusive. Donc, il faut faire un vrai plan d'inclusion, et pas seulement pour le centre, mais aussi pour les quartiers. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans cette ville, il y a des endroits qui sont des déserts médicaux. Moi, je parle du Clotoro. Bon, on est tout le temps là-bas en train de tracter. Non, il n'y a plus rien. Donc, il faut remettre des centres médicaux pluridisciplinaires dans les différents quartiers de Nantes. C'est dans notre programme. Ensuite, lorsque vous avez la Chambre régionale des comptes qui constate que 30% de non-recours aux prestations du CCAS de Nantes et qu'il préconise un guichet unique pour que les gens aient des interlocuteurs regroupés, c'est-à-dire qu'on fait les gens se balader à travers la ville, errer de service en service, et ça les décourage. Donc, on ne peut plus faire ça. Il faut des endroits où vous avez l'écrivain public qui va aider la personne âgée ou la personne en situation de handicap à prévoir à ses droits, où vous avez la présence des services qui sont là, donc des postes avancés vers les gens, et non pas que les gens soient dans l'errance et se demandent comment se faire accompagner puisque les services sociaux sont dépassés, il n'y a pas assez d'assistance sociale. Et tout ça, donc, contribue à l'exclusion. Donc, il y a ça. La santé des jeunes est négligée. Et si les jeunes se tournent vers la drogue, c'est qu'il y a une raison. C'est pour pallier justement à des problématiques de santé mentale, bien souvent. Eh bien, ça ne fait qu'aggraver les choses et ils ne sont pas pris en compte. Donc, il y a toutes ces problématiques-là à mettre sur la table. Il faut travailler ensemble pour réformer ça et pour permettre d'accueillir les gens réellement et de résoudre leurs problèmes de santé. Ensuite, là où la ville peut agir, c'est dans les commissions où, quand on construit, il faut tenir compte des handicaps. Et il faut que les publics concernés soient présents dans ces commissions-là et puissent avoir leur mot à dire sur la façon dont on bâtit la ville, dont on bâtit les édifices publics, dont on bâtit les lieux d'accueil pour qu'ils soient pris en compte réellement. Sinon, on fait pour les gens, on fait comme si on sait, mais on ne fait pas avec eux. Or, il faut co-construire la ville pour que la ville ne soit pas excluante et qu'on lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris le validisme. Le validisme, c'est la façon de voir quelqu'un et de lui dire, à cause de ton handicap, tu n'es pas admissible dans l'espace commun. Les gens ne sont pas invalides, ils sont invalidés. Ils sont invalidés parce qu'on ne prend pas les mesures qu'il faut pour les rendre valides. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Chouinard de... Merci beaucoup. Alors, la question de l'accès aux soins est assez centrale, effectivement. Nous, notre proposition, c'est d'avoir une maison de santé ou un centre médical qui soit à moins d'1 kilomètre de chaque
nantais, en s'appuyant davantage sur la médecine de ville et en favorisant l'installation aussi, en complément de ce que fait le secteur associatif et le secteur hospitalier, de la médecine de ville, de la médecine libérale. C'est un sujet qui nous permet, il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a pas des solutions privées, publiques, associatives, il n'y a que des solutions. Et effectivement, qui ne permettront pas toujours aux plus précaires, mais au moins déjà pour désengorger, par exemple, les urgences, où plein de personnes pourraient accéder via la médecine de ville aux soins. Le deuxième sujet sur lequel on a décidé de travailler, c'est la question de l'inclusion. Donc, je reprends certains points de ma collègue elle évoquait la manière de concevoir la ville. Et là, c'est vraiment notre priorité, c'est l'accessibilité des transports en commun, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, mais pas uniquement, ou les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Les enjeux de bandes pour identifier les rails du tram, il y en a, mais c'est inégal. Les enjeux de signaux sonores quand on traverse la rue. Voilà, on a été alerté par pas mal d'associations. L'autre sujet qui nécessite un peu de moyens, mais surtout une mobilisation et de la formation, c'est la question de l'accueil pour les personnes qui souffrent de troubles de type autistique, mais pas que, quand ils vont dans les commerces. On en a parlé avec les associations de commerçants pour baisser les lumières, pour qu'il y ait effectivement une signalétique pour savoir qu'on est dans un lieu où il y a des horaires qui sont réservés. Ça peut être dans les grandes surfaces, moyennes ou bien sûr dans des petits commerces. Il y a des expérimentations qui fonctionnent très bien là-dessus et on pense que le rôle de la ville, c'est avec des associations spécialisées, avec les associations de commerçants, de former davantage les commerçants et de trouver des volontaires. C'est vrai aussi sur, vous parliez des pères aidants tout à l'heure, votre collègue je crois parlait des pères aidants, et bien quand on a discuté avec Jennifer de la question de l'action aujourd'hui de Repère 44, effectivement, beaucoup d'associations font un travail fabuleux parce que précisément les personnes connaissent les situations, notamment de sortie de l'aide sociale à l'enfance. Je crois aussi que le rôle de la ville, c'est d'identifier ces initiatives-là, de les amplifier, mais parfois aussi de les faire connaître. On en a discuté tous les deux, de faire connaître à plus de Nantais. Moi, je crois beaucoup à la notion du mentorat dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-là, c'est plutôt de permettre à des jeunes de se socialiser en rencontrant davantage des Nantais qui seraient volontaires. Et donc, vos associations là-dessus peuvent être davantage connues par les moyens de la ville et de la métropole, enfin surtout de la ville en l'occurrence. Voilà, et qu'est-ce que j'oublie? Bon, voilà, c'était l'essentiel de mes réponses. Merci, Madame Metco. Oui, sur la santé, merci pour la question. Je pense d'abord qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de défendre l'hôpital public. Ce n'est pas un levier qui est en dehors de la compétence complètement de la mairie et de la métropole, puisque la présidente de la métropole est aussi la présidente du conseil de surveillance du CHU de Nantes. Et là-dessus, c'est clair, c'est un combat aussi au niveau national. Les gouvernements successifs de ces dernières années ont dépecé l'hôpital public et le résultat se fait ressentir quotidiennement. Et donc, c'est pas simplement avec des réponses locales qu'on va répondre à tout ce qui a été fait ces dernières années et qui est empiré aussi par le nouveau budget de la sécurité sociale que nombreux ici sont dans les partis qui l'ont voté. Et je rappelle aussi qu'on est dans une ville où aujourd'hui on a un CHU, on a bientôt un futur CHU qui va coûter extrêmement cher et qui va nous endetter pour des années, qui va endetter l'hôpital public pour des années et des années. La Cour des comptes, d'ailleurs, disait il y a seulement 3 ans que la part de l'investissement total dans ce nouvel hôpital sur l'île de Nantes pour les équipements médicaux était extrêmement faible. Ça parlait de 7%. Ça veut dire qu'on finance un hôpital public qui est essentiellement un projet de BTP et qui va dégrader nos soins au quotidien pour les années à venir. Donc il y a bien sûr le gouvernement, mais ensuite le choix local de ce nouvel équipement qui va nous mettre mal pour les années qui viennent. Ensuite, sur les centres de santé, on est d'accord sur des solutions de proximité pluridisciplinaires. On est d'accord avec ça. Et dernière chose qu'on aimerait mettre en place, c'est des équipes de protection multispécialisées. 300 agents, avec des gens, 80 agents sur le terrain, par équipe de 5, qui sont dans l'espace public, avec des gens qui peuvent faire des premiers secours,
qui peuvent faire des premiers secours aussi en soins psychiatriques. Il y a aussi des éducateurs spécialisés, des travailleurs, des travailleuses sociales, des personnes qui sont formées à la désescalade aussi dans l'espace public et qui vont faire un travail aussi sur le moyen cours, sur le long cours, en étant à proximité des gens et en repérant aussi les personnes qui ont des besoins pour pouvoir intervenir en relation après avec les différentes structures. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à des solutions de proximité qui ne sont pas des solutions policières et répressives et qui répondent aux différents besoins sociaux qui peuvent apparaître aussi dans l'espace public. Voilà, merci. Merci pour cette question. On l'entend tous autour de nous. La question de la santé est vraiment devenue une des préoccupations premières des habitantes et des habitants. Je vais donc essayer de rester très concrète. Premièrement, dans ce mandat, avec notamment Marlène Collineau, adjointe à la santé, que je remercie au passage, on a commencé par ouvrir une maison de santé à Bellevue. En moins d'1 an, 100 000 rendez-vous pris. C'est dire à quel point il y avait un besoin pour les habitants. On a ouvert une maison de santé à Nantes-Nord, on a ouvert un centre de santé au Breil et on va continuer dans les semaines qui viennent à la Bautière. Sur le Clotoro, oui, nous avons un sujet, on le traite avec le plus grand sérieux. On travaille avec un collectif qui s'appelle Faire Soin. Des locaux sont repérés. Je pense que pour le mois de novembre, c'est ça le calendrier qu'on s'est donné, concerté avec les habitants. Là aussi, il y aura une réponse et on est dans la même situation sur Malakoff. Parce qu'en effet, nous, on assume de faire plus là où il y a le plus de besoins. Ensuite, le droit à la santé, c'est un droit pour chacun. Donc, on veut aussi travailler sur l'installation et le fait de maintenir des médecins. On sait aussi que pour un médecin qui part à la retraite, il faut globalement entre 1,5 et 2 médecins pour les remplacer aujourd'hui. C'est un sujet de l'évolution de la société qu'on doit aussi intégrer. Donc ça, c'est la première réponse très concrète. La deuxième question, j'ai évoqué tout à l'heure les enjeux de santé mentale. Je redis, nous ouvrirons dès le mois de septembre et j'y mettrai la même force et la même détermination que j'ai mis dans Citadelle, la maison des enfants. Pour les enfants de 6 à 11 ans qui souffrent de mal-être psychique, de santé mentale, là aussi, les locaux sont identifiés, les travaux ont démarré et surtout, on bosse avec plein d'acteurs. Certains sont peut-être dans la salle. Nous avons fait le choix de renforcer l'ensemble de l'action santé mentale. Je donne un exemple. La formation au premier secours en santé mentale. Je le dis modestement, cette idée, elle vient pas de nous, elle vient des assos. Pourquoi ? Les assos de grande précarité, s'il y en a qui sont là dans la salle, se reconnaîtront, sont venus nous voir, me voir en disant « Nous, on a une difficulté. » Quand il y a une distribution alimentaire, quelqu'un qui arrive à l'évidence avec un problème de santé mentale et que nos bénévoles sont démunis, on a besoin d'être formés. Donc oui, on est la première ville de France à avoir mis en place ça. Là aussi, je ne le dis pas pour la gloriole, je préférais qu'on n'ait pas besoin de le faire. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je sais aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Et parce que moi, je défends le service public, je le dis, je suis très fière qu'on ait un service public de santé dans lequel on fait le choix d'investir les moyens. Parce que moi, quand je vais à l'hôpital mère-enfant, je vois que les plus précaires des femmes, c'est à l'hôpital qu'elles viennent accoucher. Donc oui, bien sûr qu'il faut mettre des moyens dans le service public de santé et en proximité. On soutient les acteurs associatifs. Je donne un exemple, l'association La Forge qui travaille sur la médiation en santé. Là aussi, c'est très concret. On développe les médiateurs en santé dans les quartiers et dans tous les quartiers. Les violences faites aux femmes, j'ai évoqué Citadelle tout à l'heure. Dans notre programme, il y a un autre engagement qui est qu'on sait mal le faire chez les plus jeunes des femmes. Donc, on soutiendra un lieu pour les jeunes femmes, cette fois, victimes de violences. Je termine d'un avant-dernier mot sur votre question, sur comment on fait pour aider les aidants à respirer. Je ne sais pas si vous le savez, à Nantes, existe quelque chose qu'on appelle la maison des aidants. Et une question qu'on se pose justement, c'est qu'on a l'impression que ce lieu est très bien identifié par les seniors. Il y a beaucoup de seniors qui y vont. Et on a l'impression, mais je veux bien qu'on en reparle après, que ce lieu n'est pas identifié par les jeunes, alors qu'il peut s'adresser à toutes les générations. Je finis sur un mot, là aussi la cohérence. La santé, c'est aussi la santé sexuelle. Et donc je terminerai comme j'ai commencé, quand certains coupent les vivres au planning familial, quand ils abaissent donc les actions de prévention. Heureusement, la région que vous soutenez l'a fait et vous le savez très bien. Je ne transigerai jamais sur ce point. Heureusement que la ville de Nantes était là. Parce que si nous n'avions pas été là, nous n'aurions pas ouvert des nouveaux locaux au planning familial. L'équipe serait en déshérence. Vous êtes co-responsable des arrêts d'actions de prévention dans nos lycées. C'est un scandale et je le dirai à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une. Alors, étant moi-même un peu concerné par le handicap, je rappelle juste une petite définition du validisme. Le validisme, c'est la croyance qu'un état de santé ou une pleine capacité de ses moyens confère une position de supériorité dans la société, et donc c'est vraiment une croyance et c'est une construction sociale, le validisme, et c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à vous renseigner sur ce sujet. Ma petite pub à moi. Non, parce que ça ouvre un champ de possibles, hein, je le dis. Du coup, Marie, est-ce que toi tu veux réagir une dernière fois ou c'est OK pour toi? Moi, je voulais juste. Ah, bonjour. Attends, c'était quoi ma question? Ah oui. Du coup, moi, c'est vraiment sur le chien d'assistance, du coup. Enfin, c'est mon cas, donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire plus de panneaux chiens d'assistance? Par exemple, il y en a beaucoup, enfin, il y en a dans certains magasins. Enfin, wow, 1, 2, 3, pardon. À l'entrée des magasins, il y en a quelques-uns, et moi, personnellement, et j'en ai déjà parlé avec d'autres bénéficiaires de CA, enfin, de chiens d'assistance, du coup. On a moins peur de rentrer dans un magasin ou un lieu public qui a le panneau chien d'assistance. On se dit qu'il y aura moins de refus d'accès. Bon, c'est pas toujours le cas, spoiler alerte. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire plus de panneaux chien d'assistance et du coup, sur la formation des agents, etc., parce que c'est souvent eux qui nous font des refus d'accès. Et ça se fait pas à Nantes, je crois. En tout cas, j'en ai pas vu. Je sais qu'il y en a dans une autre ville, je sais plus où. Des panneaux aussi, genre, enfin, c'est des petits logos avec un chien d'assistance, du coup, dans les transports en commun. Et plus un logo aussi, genre, j'aime trop les logos, sur la maladie invisible, parce que du coup, par exemple, moi, j'ai pas le permis perso, donc voilà, mais quand on se gare sur une place handi et qu'on marche, du coup, forcément, j'ai une copine, par exemple, qui s'est retrouvée à rentrer en train et à sa voiture, il y avait la police, et parce qu'ils avaient été appelés, parce que elle squattait soi-disant la place handi sans être handi, alors que du coup, il y avait sa carte, etc., mais on pensait que c'était la carte de sa grand-mère. Donc voilà, est-ce que vous pensez que, par exemple, rajouter un logo qui existe déjà, mais qui est très peu utilisé, en gros, c'est un petit bonhomme avec des petites taches rouges, genre en mode maladie invisible. Est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Moi, je veux bien répondre d'un mot et vous faire une proposition. Très humblement, je ne connais pas ce panneau, mais je prends un engagement. Et avant les élections municipales, parce que ça n'a pas de rapport avec les élections municipales, donc moi, je suis prête à ce qu'une équipe de la ville aille avec vous et qui vous voulez, dans la ville que vous connaissez. On regarde, on observe, si ça fait consensus, si ça permet d'améliorer l'accessibilité universelle. Donc, je prends cet engagement moral devant vous. On y va avec quelqu'un des équipes et je prends l'engagement que ce soit fait avant le 15 mars. Moi, j'ajouterais qu'il y a une autre difficulté, c'est quand on est handicapé, même quand on a un logo sur son véhicule, normalement, on devrait pouvoir se garer n'importe où. Parce que ça, c'est une difficulté aussi. Parfois, les places handicapées, elles sont beaucoup plus loin que là où on souhaite aller. Sauf que la difficulté, c'est qu'avec la voiture Lapi qu'on a mis en place, eh bien, la voiture Lapi, c'est celle qui passe dans les rues et qui vous flash et qui vous donne des amendes. Eh bien, avec cette voiture-là, si vous avez votre logo handicapé, eh bien, il n'est pas repéré. Il n'est pas repéré. Et l'handicapé reçoit une contredanse. Donc moi, je pense que là-dessus, il y a un effort à faire. Et je vous rejoins sur la question aussi des logos. Si on peut faire quelque chose, je trouve que ça serait très bien. Lorsque la MDPH donne le droit de se garer avec la voiture, lorsqu'on reçoit le document, je ne vois nulle part qu'une ville est autorisée à demander à ses concitoyens en situation de handicap d'identifier les véhicules dans lesquels ils se déplacent et de pouvoir choisir des places pour se garer. Je pense que ça, c'est un déni de loi, que ça, c'est pas normal.
C'est pas parce qu'on gère des places pour se garer qu'on doit stigmatiser, pénaliser les personnes en situation de handicap en mettant des règles qu'on ne devrait pas mettre. Donc là, je me pose une vraie question là-dessus. Comment se fait-il qu'on soit obligé de s'inscrire sur un site et d'identifier des véhicules pour avoir accès à la place handicapée et qu'on peut se faire verbaliser en tant que personne handicapée si on est en dehors de ce qu'on a déclaré? Moi, je ne comprends pas. La loi de 2005 ne dit pas ça. Bon, ça, c'est une anomalie. Mais je vais revenir aussi sur le fait que les toilettes publiques métalliques ne sont pas du tout accueillantes et adaptées et qu'il y a des personnes âgées en situation de handicap qui ne peuvent pas les utiliser tout simplement et que c'est indigne pour une ville de ne pas avoir à chaque extrémité de ces axes des lieux d'accueil où les gens peuvent recevoir un verre d'eau en cas de canicule, surtout les personnes âgées, ou de voir des gens et d'avoir des toilettes adaptées à leur situation de handicap ou âgée. Donc moi, je pense que la ville n'est pas accueillante et qu'il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Et je vais terminer par les défibrillateurs semi-automatiques. Ben, il n'y en a pas. Ou alors, on ne sait pas où ils sont. Donc, il devrait en avoir plus parce qu'il y a des gens qui sont cardiaques, il y a des personnes âgées, tout le monde peut faire un malaise. Et il faudrait former des agents à intervenir dans l'espace public avec les défibrillateurs semi-automatiques. Merci beaucoup. Mais en 2 mots, merci pour votre idée et on se reverra quand j'espère on aura gagné, mais volontiers. Et tout le monde a parlé? Non, il me manque. Elle a beaucoup parlé. Quand même. Oh là là. Oui, J'ai avec perdu plaisir pour l'ordre en parler, mais même plus globalement, je pense que c'est bien de faire des balades dans la ville pour se rendre compte avec des personnes concernées, pour se rendre compte des difficultés au fur et à mesure avec des agents et donc pouvoir améliorer le quotidien. Donc, merci beaucoup. Je vais faire une transition cette fois-ci, parce que j'en avais pas tout à l'heure, mais là c'est bon. Juste sur la question du stationnement, très rapidement. Alors pareil, hein, je me confronte à cette privatisation alors je ne sais pas si à Nantes, je suis pas nantais, donc je suis parisien, mais je sais pas. En tout cas à Paris, ça a été privatisé. Effectivement, une voiture tourne, met des contraventions et on est obligé de se mettre sur un site internet. Pire que ça, entre Paris et Clichy, ville limitrophe, c'est pas le même site internet. Donc, je sais pas comment ça se passe à Nantes. Moi, je pense très sincèrement que c'est pareil. Okay. Donc voilà. Mais ce qui pose une autre question, c'est l'accès au droit.